Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici devant vous pour vous présenter certaines de mes recherches. Je tiens à remercier tout particulièrement Richard Ouellet et Vanan pour leur excellent travail en organisant ce colloque et en nous offrant à tous cette opportunité. Et je remercie également les membres du jury qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui. Et également, un dernier remerciement pour Olivier Bixel pour l'excellent travail de modération qu'il fait aujourd'hui. Donc, merci aussi Olivier pour cette présentation, enfin la présentation que tu as fait de moi. Je vais vous parler aujourd'hui de la coopération du Canada et de l'Union européenne face aux crises de l'OMC. Je dois tout de suite vous dire que j'ai été frustré ce matin par le pessimisme qu'il y avait sur le multilatéralisme. Pour ma part, je suis davantage optimiste et c'est ce que je vais tenter de vous démontrer aujourd'hui. Donc, effectivement, le partenariat canado-européen face aux crises de l'OMC, quel est le lien entre les deux? D'un côté, on a un accord bilatéral, régional, et de l'autre, on a une organisation internationale. Je vais vous présenter dans la première partie le partenariat canado-européen, et donc en introduction, je vais vous présenter brièvement ce que j'entends par les crises de l'OMC. Petit retour historique, l'OMC a été instituée en 1995. Elle a suivi le GATT de 1947, les différents cycles de négociations qu'il y a pu y avoir. Et le cycle d'Uruguay s'est conclu avec l'accord de Marrakech et l'institutionnalisation de l'OMC. Tout de suite après, on a eu les premières conférences ministérielles avec les manifestations à Seattle qui ont montré une première limite du multilatéralisme économique. Ensuite, on a essayé de relancer un peu la dynamique avec l'ouverture du cycle de Doha sur le développement en 2001. Et c'est seulement en 2013 qu'on est parvenu à un premier accord sur la facilitation des échanges, premier accord multilatéral, ce qui n'était pas arrivé depuis 1995. Ensuite, en 2019, on a commencé à avoir le blocage de l'organe d'appel, donc une crise du mécanisme de règlement des différends. Et en 2022, en février dernier, on a eu la conférence ministérielle de Genève qui a montré certains résultats qui sont encourageants. Donc, je l'ai dit, il y a une crise du mécanisme de règlement des différends, ce que j'assimile à la fonction judiciaire de l'OMC. L'OMC est une organisation internationale. Elle a pour but de faciliter les négociations commerciales entre les États. Et à ce titre, on peut assimiler ça à une fonction législative. Cette fonction législative connaît elle aussi des crises, puisque, comme je l'ai dit précédemment, on n'a pas eu véritablement d'accord ambitieux depuis que l'OMC a été institutionnalisé. Et aujourd'hui, on est confronté à des limites dans le droit matériel de l'OMC, où l'OMC n'est pas en mesure de répondre ni aux nouveaux enjeux commerciaux, que ce soit l'émergence du commerce électronique, les questions de concurrence et autres, et elle n'est pas non plus en mesure de répondre aux enjeux non commerciaux comme l'environnement, les normes sociales, la question du genre qui a été traitée tout à l'heure. Et la troisième fonction, c'est la fonction exécutive. Là aussi, l'OMC avait mis en place des mécanismes, notamment le mécanisme d'examen des politiques commerciales, dont les recommandations qui sont formulées sont peu ou pas prises en compte par les États concernés. Donc, on a une limite ici des fonctions de suivi. Et aussi, les États font un peu fi de leurs obligations de transparence et de leurs obligations de notification lorsqu'ils adoptent des mesures restrictives au commerce. Donc, les trois fonctions de l'OMC connaissent des difficultés, des remises en cause, des crises. Et c'est dans ce contexte que le Canada et l'Union européenne ont négocié un accord de commerce. Qu'est-ce que c'est que ce partenariat? Quelle est sa raison d'être? Le partenariat canado-européen est bâti sur une communauté de valeurs. Depuis plus de 70 ans, le Canada et l'Union européenne tissent des relations. Alors anciennement, c'était les communautés européennes, mais on a des relations politiques, économiques, commerciales qui se structurent progressivement depuis plus de 70 ans. En plus de cette communauté de valeurs, on a une vision du commerce qui est partagée. Je sais que la doctrine aujourd'hui apprécie de qualifier le Canada et l'Union européenne de like-minded countries. C'est assez paradoxal d'ailleurs, puisque cette expression nous vient de Cordell Hull lorsqu'il était question de négocier le GATT, qui était là un club d'États qui souhaitait libéraliser le commerce. Et on en revient aujourd'hui à essayer de chercher des clubs d'États qui souhaitent avancer sur les questions commerciales. Ensuite, en plus de cette communauté de valeurs et de cette même vision du commerce, on a une
on a un attachement à des considérations identiques comme l'environnement, la question du genre et autres. Je ne dis pas que c'est une symbiose parfaite, mais elle a le mérite d'exister et on a le mérite d'essayer de la mettre en œuvre du mieux possible. Cette question de symbiose, je sais que Myriam et Félix peuvent en témoigner, ce n'est pas toujours facile de négocier avec les Européens sur certaines questions, comme les questions environnementales notamment. Le cadre juridique de cet accord. Cet accord, c'est un accord global. On a 30 chapitres, 3 protocoles additionnels. Et dans ces chapitres, on retrouve des dispositions qu'on peut regrouper en 4 catégories. Des dispositions traditionnelles qui correspondent aux dispositions qu'on retrouve dans les accords de l'OMC, qui visent à libéraliser le commerce et à faciliter les échanges. On a des dispositions de type ALENA, celles qu'on a commencé à retrouver dans les accords de commerce qui datent des années 90, avec les questions d'investissement, de concurrence, de marché public. On a des dispositions réglementaires, et c'est sur ce point d'ailleurs que l'AECG innove particulièrement. On retrouve dans ces dispositions réglementaires des choses assez traditionnelles, comme les barrières techniques au commerce, les règles sanitaires et phytosanitaires, mais on a mis en place des mécanismes de coopération réglementaire dont on verra les fruits tout à l'heure. Et enfin, la dernière catégorie de dispositions, c'est les dispositions institutionnelles. Là aussi, l'AECG a particulièrement innové, et donc nous allons voir dans le détail ici ce bel organigramme que je vous ai fait, où on retrouve tous les comités qui ont été institués dans le cadre de l'AECG. Donc, on a le comité sur le commerce des marchandises, lequel a aussi institué des sous-comités sur l'agriculture, les vins et spiritueux, les produits pharmaceutiques. On retrouve d'autres comités sur les services, etc., etc. Donc, vous les avez tous là. Appréciez la qualité de mon organigramme. Et donc, quel est l'intérêt de tous ces comités? C'est de travailler sur des questions sectorielles, des questions précises et de faire vivre l'accord. L'objectif étant de proposer des recommandations, des amendements qui serviront à faire évoluer la nature juridique de l'AECG, de faire évoluer son droit de manière à s'adapter progressivement aux nouveaux enjeux auxquels il sera confronté. Ensuite, comment est-ce que ce partenariat peut contribuer aux négociations à l'OMC? J'ai choisi ici de vous parler de 2 points, la conciliation entre commerce et développement durable et la question de la coopération réglementaire. En ce qui concerne la conciliation entre le commerce et le développement durable, je vais d'abord vous rappeler quelle est la place du développement durable dans l'AECG. Dès le début, les États ont réaffirmé leur droit à réguler, c'est-à-dire à limiter la libéralisation lorsqu'il était question de politiques publiques qu'on considère comme légitimes, protection des ressources, protection de l'environnement, risques climatiques, etc. Donc ce droit est réaffirmé et dans la hiérarchie des exceptions, on va dire qu'elle se place en haut. Autrement dit, s'il est question d'un conflit avec un investisseur sur une expropriation, s'il y a des considérations environnementales qui rentrent en compte, le jour où le chapitre sur les investissements entrera en vigueur, évidemment, les considérations environnementales pourront prévaloir. Ensuite, il y a des engagements qui sont pris à l'OMC, mais qui ont des origines bilatérales, c'est-à-dire qui trouvent leur source des négociations qu'il y a entre le Canada et l'Union européenne. Je pense notamment à l'accord sur les subventions à la pêche. En 2019, le Canada et l'Union européenne ont conclu un partenariat sur les océans. Et parmi leurs objectifs, il y avait la conclusion de 2 traités, un sur la haute mer au sein des Nations unies et un sur les subventions à la pêche au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Et cet accord a vu le jour, il a été conclu en 2022 lors de la conférence ministérielle de Genève. Le Canada et l'Union européenne participent aussi au groupe FAST, dont je me suis noté l'acronyme Friends Advancing Sustainable Trade Group, qui regroupe un certain nombre d'États, notamment les États du groupe d'Ottawa, et dont l'objectif est de promouvoir le développement durable au sein de l'OMC. Et pour ce faire, ils utilisent des initiatives plurilatérales. Et ces initiatives, on en rediscutera tout à l'heure, mais il y en a plusieurs qui portent sur les plastiques, le subventionnement des énergies fossiles, la protection de l'environnement et d'autres. Et enfin, il y a des engagements qui sont internationaux, mais qui sont pris en dehors de l'OMC. Je pense notamment au Clean Tech Summit, qui permet de réunir à la fois les opérateurs économiques et les régulateurs
pour discuter de l'apport des nouvelles technologies aux questions à la question de la durabilité. Il y a les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières qu'on a déjà évoqués ce matin. Et il y a l'initiative trilatérale sur le climat. Cette initiative, elle est intéressante puisque elle a été lancée avec la Chine parce qu'il n'y a pas eu d'accord avec les États-Unis. Et l'objectif de cette initiative trilatérale Chine, Canada, Union européenne, c'est de chercher à mettre en œuvre l'accord de Paris de la manière la plus efficace possible. Il est à noter que la Chine est particulièrement investie dans ces négociations et c'est assez surprenant. Enfin, ça pourrait être surprenant de savoir que la Chine est particulièrement impliquée dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Ensuite, il y a la question de la coopération réglementaire que j'ai déjà évoquée. Là-dessus, il y a un point novateur, c'est que le Canada et l'Union européenne cherchent à mettre en œuvre des réglementations communes. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais depuis l'institutionnalisation de l'AECG, depuis la signature de l'AECG, son entrée en vigueur et la mise en place des comités, il y a des discussions permanentes sur les nouvelles réglementations qui trouvent à s'appliquer et parfois, il y a une volonté partagée d'adopter des normes communes. Et c'est notamment le cas sur les produits vétérinaires. L'Union européenne a cherché à faire adopter une norme, un règlement intérieur. Le Canada s'est dit intéressé par cette norme et négocie avec l'Union européenne pour adopter une réglementation similaire. Pourquoi est-ce que je parle de la coopération réglementaire avec les États tiers? C'est parce que cette réglementation, à terme, sera ouverte à la ratification des États tiers. Autrement dit, des États autres que le Canada et les États européens pourront adhérer à cette réglementation et bénéficier de mécanismes de facilitation des échanges. Ça facilite les échanges lorsqu'on adhère et qu'on met en œuvre les mêmes standards de production, les mêmes règlements techniques. Et donc, l'ouverture de ces réglementations communes aux États tiers bénéficie à l'ensemble des membres du système commercial multilatéral. Une autre chose qui permet aux autres États membres de bénéficier des négociations entre le Canada et l'Union européenne, c'est le protocole sur la reconnaissance mutuelle des inspections des laboratoires pharmaceutiques à l'étranger. Comme vous le savez, les autorités sanitaires canadiennes ou européennes effectuent de manière récurrente des opérations de contrôle à l'étranger dans des laboratoires pour vérifier si leurs standards de production sont bien respectés. Et si tel est le cas, on leur met un coup de tampon et ils peuvent exporter leurs produits au Canada ou au sein de l'Union européenne. Grâce à ce protocole, les laboratoires pharmaceutiques qui ont été inspectés par les autorités canadiennes auront, on va dire, un mécanisme de reconnaissance qui leur sera accordé par l'Union européenne et donc ils pourront exporter à la fois au sein du marché canadien et au sein du marché européen. Enfin, le partenariat canado-européen contribue aussi à la résolution des crises institutionnelles de l'OMC. Je n'ai pas besoin de préciser que le Canada et l'Union européenne font partie de ces États ou de ces groupes d'États qui sont attachés à l'État de droit. Et c'est pourquoi ces deux partenaires sont particulièrement engagés dans la question de la crise à l'organe de règlement des différends. Donc, cette crise à l'organe de règlement des différends, pour un bref rappel historique, elle a commencé en 2016, et même avant, où les États-Unis bloquaient la nomination de nouveaux juges. Et en 2016, c'est une attitude qui s'est systématisée. Et dès juillet 2019, le Canada et l'Union européenne ont senti un peu le vent venir et se sont dit on va adopter ensemble un accord qui dit que si jamais l'organe d'appel n'est plus en mesure de siéger, eh bien, on va avoir un mécanisme arbitral bilatéral. Et dès décembre 2019, donc quelques mois plus tard, il n'y a plus suffisamment de juges à l'organe d'appel pour que les dossiers soient entendus. Et l'accord bilatéral sur une procédure arbitrale entre le Canada et l'Union européenne est entré en vigueur. Mais cet accord bilatéral, il a été ouvert, là encore, aux autres États du système commercial multilatéral. Et donc, en janvier 2020, il y a une notification qui est déposée à l'OMC, qu'on appelle l'AMPA, Arrangement multipartite concernant une procédure arbitrale d'appel provisoire, à laquelle ont adhéré 32 États. Aujourd'hui, quel est l'état de cette notification, de cet arrangement? En 2023, en mai 2023, on a 2 décisions qui ont été rendues, 8 qui sont encore en instance et 53 États qui adhèrent maintenant à cet arrangement, dont le dernier en date est le Japon.
Petites anecdotes sur les 2 décisions qui ont été rendues. La première qui concerne l'Union européenne et la Turquie. Il faut préciser que la Turquie n'est pas partie à la MPA. Elle a simplement reconnu la compétence des arbitres de manière ponctuelle, ce qui montre là encore l'intérêt et l'attrait de cet arrangement, quand bien même est-ce que seulement 53 États sur les 164 sont effectivement partis. Et la deuxième décision est elle aussi nourrie par des anecdotes amusantes, puisque les États-Unis se sont dit satisfaits de la manière dont les arbitres ont tranché le différend qu'il y avait entre l'Union européenne et la Colombie. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler que les États-Unis, ils sont peut-être pour beaucoup dans le blocage de l'organe d'appel. Le partenariat canado-européen, je vais accélérer un petit peu, permet aussi de préserver la capacité d'action de l'OMC face aux perturbations du commerce mondial, notamment pendant le Covid et pendant la guerre en Ukraine. On a eu plusieurs initiatives qui sont nées des négociations entre le Canada et l'Union européenne, notamment la Trade and East Initiative, qui après a été multilatéralisée, et il en va de même pour la gestion du conflit ukrainien. Et il va falloir conclure. Oui. 2 phrases. Je conclus en 2 phrases pour expliquer mon optimisme. C'est qu'en fait, on voit bien ici que le partenariat Canada-européen, finalement, c'est un rouage régional qui permet de mettre en œuvre des engagements et des négociations plurilatérales qui tendent elles-mêmes vers une forme de multilatéralisation, c'est-à-dire que l'objectif est d'entraîner le reste du système avec lui. Et c'est pour ça que j'ai espoir à terme qu'on puisse avancer sur des questions qui sont pour l'instant en suspens.